Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 18 heures, heure de Paris, heure de Genève, heure de Bruxelles également, et partout ailleurs dans le même fuseau horaire. C'est Bachar qui est de ce côté-là, c'est Seb de ce côté-là. Bienvenue dans le live coding. Bonjour Bachar, comment ça va? Ça va bien et toi? Déjà en vacances? Ouais, c'est ça, je me prépare mentalement aux vacances. Alors le live coding, c'est quoi si c'est la première fois que vous assistez? Nous codons ensemble en direct une application Node.js, MySQL, qu'on porte petit à petit vers le cloud depuis une infrastructure on-prem. Dans les épisodes précédents, on l'a testé sur une instance EC2, on a automatisé son déploiement sur une instance EC2 avec un script user data. On a fait quoi? On a créé des réseaux, des VPC, on a testé à la main dans la console si autoscaling fonctionnait avec un load balancer. Qu'a-t-on fait d'autre? Quel La base de oublié? données, on a Ah ouais, on bougé a. la base de données de l'instance locale vers, pour utiliser RDS à la place, Aurora entre autres. Et dans le dernier épisode, a priori, dernier épisode avant les vacances, on va essayer d'automatiser ce qu'on a fait la semaine passée. Donc la semaine passée, on était dans l'autoscaling group et les load balancers. On va faire un petit récap et on va vous montrer ça. Et on va créer un script qui permet d'automatiser le déploiement. Je crois qu'on a notre invité surprise pour la mission du jour. Knock knock. Coucou. Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, c'est bientôt les vacances. Maintenant que vous avez vérifié que l'auto-scaling group et le load balancer fonctionnent, voici la prochaine mission. Votre 8e mission consistera à automatiser cette configuration avec le CDK. Je compte sur vous les gars. Vous avez 1 heure. C'est la vie. Bon, on va retourner dans JavaScript alors. En effet, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se lance direct, on fait un petit récap. Qu'est-ce qu'on fait, Peut-être Seb? un petit récap pour montrer ce qui fonctionne, ce qui existe déjà. Moi, je balance l'adresse du GitHub à l'écran, donc tout le code est sur le GitHub de Bachar. Je crois qu'il y a ton écran là aussi, hop, où il y a un super diagramme d'architecture de ce qu'on a fait. Tu peux zoomer un peu le diagramme? Ouais. Alors, si jamais, juste pour info, le diagramme, il est dispo. C'est un diagramme qui utilise draw.io. Donc, si vous voulez le reprendre, le cloner, le changer, il est disponible. Il suffit juste d'aller dans les épisodes. Je crois que c'est le dernier épisode. Donc, si vous allez dans les résumés des épisodes, l'épisode, je pense, numéro 6 ou 7, voilà, ici, vous pouvez juste cliquer sur ce lien. Ça va vous ouvrir ce même diagramme dans draw.io. Vous pouvez le copier, le changer, faire ce que vous voulez. Donc là, ce qu'on avait fait la dernière fois, Seb, c'est que l'instance, on l'avait bougé, je pense, dans le private subnet, parce que du coup, elle n'est pas exposée directement vu qu'on allait mettre un load balancer. Puis on a déployé, en fait, on a créé un auto-scaling avec un launch config. Le launch config, c'est un peu la recette de ce qui va être déployé dans l'instance EC2. Donc, ça définit l'AMI, l'image qui est utilisée, le script user data qui va être exécuté, etc. Et un load balancer. Et le load balancer, donc, il est dans le subnet public parce qu'il doit être exposé à Internet. Il y a 3 subnets, 3 types de subnets, et les publics, les privés et les Isolés, les isolés. Ouais. On changera. J'aurais jamais dû prendre ces noms. Hein. tu dois me maudire à chaque fois là. Non, Mais je en commence à le fait, retenir. ouais, Et mais puis c'est c'est de la doc. C'est les types, tu sais, dans CDK, ils les appellent comme ça. Donc il y a une classe subnet et puis il y a des types, quoi. Il y a une constante type et puis c'est les 3 valeurs. Donc je me suis pas posé de questions. En tant que bon développeur, j'ai juste repris la même nomenclature, qui est peut-être pas toujours facile à apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On automatise ça? C'est ça le but? Ouais.
Donc là, on a une infrastructure qui fonctionne, mais qui a été déployée à la main. Hein. Donc, on a l'autoscaling qu'on a créé à la main dans la console et le load balancer. Et on avait terminé l'épisode la semaine passée en voyant que ça marchait. Évidemment, c'est pas une best practice de créer de l'infrastructure à la main parce qu'on ne peut pas la reproduire. Ou en tout cas, la probabilité qu'on la reproduise à l'identique est très, très, très faible. Et donc, si on veut avoir plusieurs environnements, voire plusieurs déploiements dans différentes régions, ben, il faut automatiser. Et pour automatiser, on utilise le Cloud Development Kit, qui, je le rappelle, est un framework, on peut dire ça. J'essaie d'éviter de décrire les choses en disant framework parce que c'est tellement générique, mais un ensemble d'outils, de librairies, de code que vous pouvez utiliser pour coder votre infrastructure en TypeScript, en JavaScript, en Java, en Python. Et CDK génère du CloudFormation. Donc CloudFormation, c'est cet outil AWS qui permet de décrire une infrastructure en JSON ou en YAML, et puis de l'exécuter. Et c'est lui qui gère les dépendances, c'est lui qui gère les deltas, c'est lui qui est capable d'effacer une infrastructure en respectant les dépendances et l'ordre des choses aussi. Alors, Donc on ça, avait déjà c'était du l'autre. CDK et le C2. Hein. Ouais, alors au niveau, alors ça c'est le load balancer qu'on a créé la dernière fois, juste pour info, Ah ouais. donc ça marche toujours, juste pour être sûr, j'avais envie de regarder. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient de poster un message. Ben, hello. Si on retourne, tu as tout à fait raison. Donc, au niveau du code, ce qui avait été fait, si on regarde au niveau des classes, des stacks CDK qui avaient été créés, on avait en fait le stack EC2 qui était là, qui lui en fait comprenait la chose qu'on a rajoutée, c'est que donc on crée l'instance EC2, on avait automatisé la création du security group, on avait aussi créé le rôle qui était l'automatisation de la création du rôle qui va être associé à l'instance EC2, et ce rôle il pouvait faire deux choses, hein, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faisait déjà, Seb? D'abord, agrandis un peu la police de caractère si tu peux, parce que Ah, c'est difficile à lire. Le rôle, il faisait deux choses. Il permettait d'appeler l'API de System Manager. ouais. Je me trompe toujours dans les noms de ce produit-là. System Manager. Et il y a un autre nom après, System Manager Connect, quelque chose. Enfin, Session Manager. Session Manager, et Ouais. SMSM, qui permet donc d'ouvrir une connexion terminale vers son instance sans utiliser Ouais. SSH. Il y a un agent installé dans l'OS qui permet de se connecter au service. Et l'autre rôle, c'était pour appeler Secret Manager, parce que Secret Manager, enfin l'autre permission dans le rôle plus exactement, Ouais. parce que Secret Manager permet de retrouver la configuration de la base de données, donc le hostname, le Ouais. username et le password pour se connecter. Donc la partie Session Manager, honnêtement, c'est plus pour du debugging, hein. Je pense On est qu'ultimement, d'accord. c'est On pourrait quelque le chose supprimer. qu'on pourrait même supprimer en production, mais jusqu'à ce qu'on soit vraiment sûr et confortable que bon voilà, que c'est tout marche, c'est quand même bien pratique de pouvoir aller faire se connecter en terminal à l'instance pour comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a un problème en gros. T'as Donc bien raison. voilà, il faut s'aider dans la vie. Alors juste au cas où là, ce que tu décris, ce que Seb vient de décrire, c'est la ligne 48 et 49, hein, dans le stack EC2 qui rajoute ces policies. Donc ces policies, c'est des managed policies. Euh, Qu'est-ce que c'est des managed policies, Seb? Alors, les managed policies, ce sont des policies que AWS gère pour nous, comme le nom l'indique, manage policy, et donc on ne doit pas gérer nous-mêmes. Donc, une policy, c'est un groupe de permissions, et il y a deux moyens de faire des groupes de permissions. Soit on se les fait à la mano, on retrousse les manches, et puis on y va à la dure et on tape les permissions. Soit on se dit, tiens, j'aimerais bien des permissions pour lire S3, et ben, ça tombe bien, AWS manage un groupe de permissions pour lire dans S3, tout carré, tout comme il faut, tout qui va bien. Ça, ce sont les managed policies. Donc, vous les référencez par un nom et vous n'avez pas à vous soucier du détail exact, granulaire des API qui sont autorisés ou pas. Et si ça évolue avec le temps, parce qu'on rajoute des API, on change des API, nous les manageons pour vous. Donc, essayez de rester sur les managed policies tant que possible. C'est ça. Donc là, nous, notre stack, et ça, je pense qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois, on a ça qui est créé. On a le fameux script user data qu'on avait un petit peu, qui nous avait pris du temps l'autre fois à créer parce qu'il y avait toujours, il y avait des bugs par-ci, par-là, qu'on a finalement réussi à stabiliser, qu'on sait qu'il marche. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que, en gros, on a rajouté le script user data dans le répertoire GitHub. Et là, le nouveau user data, en fait, ce qu'il fait, c'est que en gros, il va télécharger ce script et il va l'exécuter. Avant ça,
il y a deux trucs ici qui sont faits, comme vous pouvez le remarquer, là 62 et 63. Et ça, en fait, c'est une petite astuce qu'on a rajoutée qui va permettre, c'est pour l'application elle-même, ça veut dire que nous, on utilisait, vous vous rappelez, on utilisait systemd pour démarrer le service. Le service donc de l'application Node était démarré via systemd. Et ce qu'on a fait dans systemd, c'est que on a rajouté une config dans systemd pour qu'il load ce fichier qui contient des variables d'environnement. Donc /opt/guestbook.env, il est loadé maintenant par systemd lorsque le service est démarré et ça contient en fait une liste de variables d'environnement. Ces variables d'environnement, qu'est-ce qu'elles décrivent? Elles décrivent deux choses. Elles décrivent en fait le nom du secret qui contient les informations pour la base de données qu'il faut récupérer et la région. Et pourquoi on a besoin de ça? C'est que vu qu'on est dans un contexte multi-environnement, on a un environnement de dev, on a un environnement de prod, du coup là maintenant l'application elle peut entre guillemets pointer vers les bonnes configurations selon l'environnement. Tout ça c'est drivé dynamiquement, qui fait que finalement, quand on dit c'est un environnement de dev, c'est dans la région de Francfort, bam, ça va rajouter ces variables d'environnement et l'application Node.js, elle va les utiliser, ça. Donc, je peux vous montrer dans le code de l'application. Si on regarde ici, vous voyez ici, c'est tout simple, c'est juste là. Donc, retrieve region and secret name from environment. Donc, ça récupère si c'est défini, ça récupère, sinon ça prend une valeur par défaut. Bon, ça c'est au cas où si on déploie en local sur le laptop, comme ça il y a toujours une variable de défaut. Le nom du secret et le nom de la région. Voilà. D'accord. Ouais. Je retourne là-bas. Ouais. Et dans tout ce code qu'on a déjà fait la fois passée, mais qui déployait une instance seule, il y a des choses qu'on peut récupérer pour cette fois-ci, le user data, je suppose. Mais le reste, ça va être assez différent, puisqu'on va passer par un auto-scaling group plutôt que... Ouais. Alors moi, j'ai un peu triché. J'ai fait un petit peu du travail en avance, pour être franc avec toi. Il va falloir qu'on teste, s'assure que ça marche, mais juste pour un peu gagner du temps. Puis vu qu'il fait chaud et que on veut pas trop, c'est l'été, les gens, voilà. Donc j'ai fait un petit peu de travail d'avance, mais on va l'expliquer. On va expliquer vraiment ce qui a été fait. Donc en gros, CDK, il y a, si vous tapez AWS CDK ELB, donc il y a une classe load balancer qu'il faut, excusez-moi, là je suis pas sur le bon. Attendez. La classe. En fait, le package qu'on veut, c'est le package ELBv2 qui est ce package-là. On va aller là, nous. Donc, juste s'assurer qu'on est sur le bon. Je reviens en arrière, Google. Donc, c'est Elastic Balancer version 2 qui est là, je pense. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Bon, là, je suis rentré dans un détail, mais ça doit être la page. Voilà, je suis arrivé sur le... Voilà. Donc ça, c'est le module. Et il y a des exemples. Il y a des exemples de base dans la documentation pour comment définir un load balancer. Donc, pour définir un load balancer, ce qu'on veut faire, c'est la première chose à faire. Si on regarde la doc, on peut s'inspirer de la doc, ou on peut regarder dans le code. Mais en gros, il crée un load balancer. On a besoin de le placer quelque part. Là, il est placé où? Il est placé dans notre public, ouais. Voilà, dans notre VPC et dans notre subnet public. Donc, il y a un placement à faire qu'il faut définir. Là, par exemple, il le place dans le un peu la police caractère. Oui, bien sûr, excuse-moi. Non, pas de souci. Oui, c'est ça, c'est toujours. Je vais aller rechercher. Ah, ça va comme ça? Voilà, désolé, autant par moi. Et donc là, on voit que justement, il définit le VPC. Si on regarde le code qui est utilisé ici, c'est la même chose. Donc, on a un VPC qui est passé. Ce VPC, il est récupéré en fait dans le code. On a en fait, vu qu'on a plusieurs stacks, donc là aujourd'hui, on a un stack. Vous vous rappelez, on avait un stack qui est la création du VPC, qui est lui en fait. Ça, là, je vous montre le fichier bin qui montre tous les stacks, mais en gros, à gauche ici, si vous regardez, on a un stack qui crée le VPC qui est là, et lui, il nous crée le VPC. On avait un stack pour créer la base de données qui est là.
on avait notre stack EC2 qu'on va modifier maintenant pour ajouter le load Mhm. balancer, etc. Puis on avait un autre stack qu'on appelait common. Ça, c'est juste pour des choses comme des security groups ou des rôles éventuellement plus tard qu'on veut rajouter, qui est un peu après le VPC, en gros, on exécute le stack common qui contient des choses qui sont partagées entre les autres stacks. Donc, ça appartient pas au stack EC2, ça appartient pas au stack RDS, mais les deux l'utilisent. Donc, il y a une dépendance. Donc, on crée un autre stack et on met toutes ces dépendances à l'intérieur. Comme ça, quand on en supprime un, ça n'impacte pas l'autre. Parce que sinon, on a un problème. Si on le met dans un, ça va pas pouvoir se supprimer parce que l'autre, il y a une dépendance avec l'autre parce qu'il est utilisé ou est pointé. Donc là, c'est juste une question de comment on regroupe le code pour que parce qu'il faut pas seulement penser à l'approvisionnement, il faut aussi penser à quand on supprime, ce qui va arriver. Ouais, Donc dans pas quel créer ordre ça va. pas créer des références ou des choses qui vont empêcher la suppression d'un stack. L'idée, c'est vraiment que les stacks, on peut les créer et les supprimer à la volée. Et là, c'est une Donc, best practice aussi de les séparer, de créer le réseau, la base de données, ouais, l'instance dans des stacks séparés. Ça permet de mettre à niveau les stacks indépendamment les uns des autres, quoi. Quand je vais toucher à mon stack ouais, EC2, ça ne va pas refaire le réseau ou effacer le réseau. ouais. Je t'avouerais qu'on pourrait même challenger ici. On pourrait me challenger en nous disant, ouais, mais là, vous avez mis dans le même stack et le load balancer et l'instance EC2, je pense que ce serait un bon point. On pourrait dire, ah ben tiens, on pourrait peut-être splitter. Bon, en même temps, si on fait ça, du coup, le stack EC2, il est déployé, l'instance, elle est déployée dans un subnet privé. Donc, à la fin, on pourrait pas vraiment tester que ça marche. Ça serait un peu embêtant. Là, au moins, on peut tester. Puis, on peut toujours séparer. Hein. Vous pouvez toujours séparer plus tard en disant, ah là, ce stack fait trop. Ou alors il a trop de responsabilités et je casse ça en deux classes. Ça, c'est le refactoring, c'est typique de ce qu'on fait quand on code. Hein. Un commentaire de Thibaut qui demande Ouais, si on peut faire des nested stacks ouais, à la place. Je crois que oui. ouais. Hein. Oui, on Mais peut, tout à fait. le des cas nested super. stack, c'est un concept de CloudFormation. Ouais. Et donc, il faut la structure équivalente dans le CDK. Ouais. D'ailleurs, lui, des fois, le code qu'il génère, CDK, des fois, il te crée en fait aussi un nested stack. Par exemple, quand il nous a créé, on peut aller voir, parce que c'est une bonne question. Si je ne me trompe pas, avec le secret, on va aller voir là les stacks qu'il a créés. Là, si vous voulez voir, vous pouvez voir là le secret. Donc, Thibaut, si on regarde ici, on voit que quand il a créé, j'ai un seul stack RDS, hein, j'en ai pas deux. Hein. Et ce stack, en fait, il a créé aussi un nested qui est la rotation du secret. Donc, si on va voir le template, ce qu'il fait, c'est vraiment, il crée la fonction lambda pour faire la rotation. Et puis, il lui donne des permissions, etc., qui s'occupe de faire la rotation du secret. Et ça, c'est dans un autre stack à part qu'il a fait. Ouais. Donc, on peut nous-mêmes créer implicitement, mais CDK aussi, dépendamment de ce qu'on utilise, peut générer des nested stacks pour nous. Ouais. C'est un peu transparent. Donc, alors, première chose, c'est créer un load balancer. En fait, ce qu'on a besoin de définir essentiellement, c'est le VPC. Est-ce que c'est un load balancer qui est pour un intranet ou pour l'internet? Est-ce qu'il est exposé Donc nous, dans notre cas, c'est pour l'internet, mais il pourrait y avoir une situation où c'est une application maison, enfin dans l'intranet, et puis là, du coup, on met un load balancer interne, ou on peut utiliser un load balancer pour d'autres raisons, entre l'intégration de système. Voilà, ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après qu'on a un load balancer dans la console, il y avait deux concepts. Hein. Il y a le concept du listener, c'est ce que les connexions rentrantes dans le load balancer, ce que le load balancer accepte, et puis les target groups, les cibles, là où le load balancer envoie ses connexions. Je suppose que dans le CDK, on va retrouver quelque chose de similaire. Tout à fait. Donc, le listener, il est là. Alors, l'application, elle parlait sur le port 80-80, mais nous, côté web, on veut du port 80. Donc là, c'est là où on voit que le port qui est défini pour le listener du load balancer, donc ça, c'est ce qui écoute du côté load balancer sur l'Internet, il va écouter au port 80. Et là, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? En fait, ça permet d'ouvrir le listener à toutes les IP. Donc, on peut restreindre.
Donc ça crée un security group. Cette simple ligne-là, Ouais. c'est notre security group, en fait. En gros, ouais, exactement. Donc, cette ligne, cette méthode-là, qui de la allowed default port from any IPv4, ça derrière, si on va regarder, effectivement, ça va créer un security group qui va permettre d'accéder depuis partout. Donc, c'est 0000/0. Je crois que j'ai dit un 0 de trop, mais je suis pas sûr. Il y en a 4 0 slash. Oui, il y a 4 0, mais je sais pas si j'en ai dit 4. 4 0 et slash 0. Voilà, donc ça, c'est la prochaine étape. Là, l'autre chose qu'il faut faire, en fait, c'est que il faut rajouter un security group. Il faut créer l'autoscaling group, puis il faut lui rajouter un security group. Alors, l'autoscaling group, il faut juste que je le retrouve. On l'a créé ici, juste en bas. Ici. Ça, on va le regarder en détail, hein, ça. Ouais, bien sûr. Ouais, on va rentrer dans le détail. Et l'autoscaling group, en gros, ce que ça prend plusieurs choses. Ça prend le VPC, ça prend le type d'instance. Ouais. En optionnel, on peut mettre les subnets qui vont être non, il faut aussi donner les subnets, excuse-moi, pas en optionnel. Ouais. Il faut donner les subnets qui vont être utilisés. Et ça, les subnets, je fais comment pour les récupérer? En fait, il y a une méthode dans CDK qui s'appelle select subnet qui appartient à la classe VPC. Et là, on peut sélecter les subnets d'un certain type. Donc là, l'intérêt de retenir private, public et isolate. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça que je te disais avant. Tu vois, il y a une classe subnet type, et moi j'ai juste utilisé en fait vraiment la même nomenclature. Ils avaient 3 valeurs possibles, mais ça c'est, vous pourriez étendre, vous pouvez faire vos propres constantes, les appeler différemment, il n'y a pas de souci. Mais du coup, là vous bénéficieriez. Alors la sélection du subnet. Là, ça reste d'être un petit peu plus embêtant parce qu'il faudrait passer par d'autres façons pour pouvoir récupérer ces informations. Alors, c'est toujours possible, mais bon, voilà, c'est plus facile, donc on prend le chemin le plus facile. Mais là, j'ai choisi les subnets privés, donc pour revenir dans le diagramme, c'est ceux-là. Ouais, ça, c'est les 3 au milieu, là. Donc, mon auto-scanning group, il va créer des instances qu'il va le placer là-dedans. Ça sera son terrain de jeu. C'est là où il va pouvoir créer des instances. Et ça, c'est sur les 3 availability zones, etc. Après ça, le user data, le user data, je l'avais créé là, je l'avais créé ici. Donc, en fait, il y a une classe user data qu'on peut définir. Alors, il y a par exemple pour les distributions Linux, on peut instancier un objet user data en utilisant la méthode for Linux, qui est une méthode statique qui retourne un user data pour Linux. Donc, et puis là, on peut rajouter des commandes. Et les commandes, en fait, on peut passer une série de commandes qui vont vraiment, qui vont être utilisées telles quelles, en gros. Alors là, il y a un truc à dire aussi, c'est que le CDK enveloppe pour nous le fameux shebang, le hash point d'exclamation au début. Il va rajouter ça pour nous, puisqu'on lui dit c'est des user data for Linux. Je suppose qu'il y a le même for Windows. Ouais, et puis tout on lui à fait. ajoute les commandes une à une, ligne après ligne, comme un fichier texte finalement. Presque. Entièrement raison. C'est tout à fait juste. Ouais. Donc là, le user data, on le définit. On donne des instances. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, j'ai aussi 2 remarques sur l'autoscaling. Il y en a une qui est de la pure honnêteté de ma part. Je me demande pourquoi on doit passer VPC et subnet. A priori, si on passe le subnet, il doit pouvoir trouver le VPC tout seul. Et voilà. Pour moi, il y a un truc redondant. Peut-être qu'il y a un petit peu de redondance. Je suis d'accord avec toi. Et supprimer là. Enfin bon, c'est pas très grave. Et l'autre, de ce que je me souviens de la semaine passée, c'est que pour créer un autoscaling group, il fallait créer 2 choses. D'abord, une launch config qui disait ce qu'on veut démarrer, et puis l'autoscaling group lui-même qui disait où on va jouer, donc dans quel subnet. Et ici, cet objet du CDK enveloppe les deux finalement. Il cache le concept de launch config complètement. On n'a plus qu'un objet autoscaling group. Mais honnêtement, c'est parce que sinon, ça devient trop granulaire. S'il faut créer exactement, l'idée de CDK, je pense, c'est aussi d'abstraire une certaine complexité, donc de simplifier et de réduire la quantité de code à écrire. Donc, un launch config, tu as tout à fait raison, il va être créé et on peut aller voir le template qui est généré après de ce code, mais c'est juste que le concept en tant que tel, on n'a pas besoin de créer à la main un objet launch config
puis de l'associer et de faire tout ça. L'auto-scaling group, etc., gère ça pour nous. Ouais, tu as raison. Mhm. Ouais. Ce qui est plus facile, honnêtement, moi je pense en termes de développement, tu sais, en tant que développeur, des fois on n'a pas envie forcément. Ouais, il y a des détails qu'on n'a pas forcément envie de savoir, quoi. On veut juste qu'ils fassent le boulot entre guillemets. Des fois on a envie, mais des fois on n'a pas envie. Ça dépend un peu. Je Mhm. pense que là c'est un cas assez logique. Il y a une question de Pips qui dit y a-t-il de l'autocomplétion en utilisant le CDK sur un IDE comme IntelliJ? Et oui, Sûrement, et c'est sûrement, ouais. l'énorme avantage du CDK. C'est comme le CDK, au final, c'est du Python, du Java, du TypeScript, du JavaScript. Une fois qu'on importe les librairies du CDK dans un IDE, l'IDE est capable de faire de l'autoscaling. Pardon, de l'autocomplete. Je suis omnibulé par l'autoscaling ce soir. Donc un petit Google si jamais, mais je pense que ouais. Ouais. Alors, Je cherche. moi, je l'ai déjà testé. J'ai jamais testé avec Cloud9 ou IntelliJ. Je l'ai testé avec Visual Studio Code et TypeScript. Et je vois Thibaut qui dit la même chose dans les commentaires. Ouais. Et là, enfin, c'est la force de TypeScript, justement. Comme tout est typé, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Donc, on tape point quelque chose et pouf, et Visual Studio Code toutes les ouais. méthodes possibles avec les paramètres, etc. Ouais. Donc, c'est un des énormes avantages de CDK pour moi par rapport à écrire du JSON ou du YAML à la main. Complètement, ouais, t'as entièrement raison. C'est sûr que ce serait l'enfer. Moi, j'ai quand même laissé l'ancien code là en commentaire, si jamais. Donc ça, c'est l'ancien code qu'on avait utilisé avant pour J'avoue que créer. noir sur gris, on le voit presque pas à l'écran. Ouais, je suis pas sûr que je Ouais, peux non, mais changer. il est dans le Ouais. GitHub, il n'y a pas de souci, on peut le Donc ça, retrouver. c'est le code qui faisait en fait la création de l'instance EC2 et une Elastic IP, puis le placement de cette instance dans un subnet qui est public ce coup-ci, parce qu'il fallait que ça soit directement exposé. Donc on l'avait juste laissé en commentaire. Ça, c'est juste pour voilà, pour que les gens puissent suivre l'évolution. On a créé donc notre auto-scaling group ici. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les instances qui sont déployées dans cet auto-scaling ont les permissions nécessaires pour accéder à la base de données, à Secret Manager, etc. Donc le fameux, en termes de réseau, je parle. Excusez-moi, accès à la base de données et pas Secret Manager. Là, j'ai mélangé deux choses, autant pour moi. Donc, pour avoir accès à la base de données, il faut avoir accès au port 3306 du serveur de base de données. Et ça, c'était fait via, je crois qu'on avait utilisé un security group, hein, C'est Seb, la ça. dernière fois. Donc, c'est un security group vide qui sert juste à taguer finalement les objets, enfin, a priori les instances EC2 qui peuvent accéder à la base de données. Donc, côté base de données, on a dit n'importe qui fait partie de ce security group peut se connecter à moi, à la base de données. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre nos instances dans ce security group. Ça ne donne pas de permission en plus pour se connecter à l'instance. C'est un security group vide, mais c'est ça qui dit à la base de données, vous avez le droit de vous connecter. Alors, je crois qu'il était là, hein. Je montre le security group en question. Je pense que nous, on l'avait généré via CDK et dans le stack common, justement. Donc, le stack commun, c'est le fameux stack où on a mis les choses qui sont utilisées par plusieurs autres stacks. Il y a ce security group qui vraiment, il fait rien. Il n'y a pas d'inbound rule, c'est un container. C'est le fameux container. Par contre, si on va voir dans RDS, vous allez voir qu'il y a un security group qui pointe vers lui pour dire tous ceux qui appartiennent à lui ont le droit de lire le port 3306. Donc ça, c'est fait là. Ouais. Est-ce qu'on a expliqué les deux lignes avant encore on s'était arrêté à user data. Le rôle. Ah oui. Image et rôle. Bon, enfin bon, c'est assez oui, évident. Non. Mais juste ouais. Pour aller dessus. Tout à fait. Alors, je pense qu'un qui est intéressant, c'est machine image. Donc le nom, ça c'est juste un nom, hein, ça va juste rajouter un tag name. Mais ça, c'est un peu intéressant parce que ça, on le récupère aussi via CDK. On n'a pas besoin de hardcoder une ID de AMI. On peut, si on veut vraiment utiliser cette AMI, on peut hardcoder dans une config, voilà. Mais sinon, on peut via cette méthode, via le constructeur en fait, Amazon Linux Image, on peut passer en fait un paramètre pour dire quelle distribution, puis ça va automatiquement récupérer comme la dernière. Alors ça, c'est pratique si c'est ça qu'on veut faire. Sinon, voilà. Ouais, passer un AMI ID hardcodé, c'est peut-être bien si vous avez vos golden images, donc vous créez vos images à vous préconfigurées, elles sont les mêmes pour tous les départements
dans l'entreprise. Ici, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut prendre la dernière Amazon Linux 2 et aller hardcoder les MIID de la dernière Amazon Linux 2. C'est pas une bonne idée puisque Amazon en sort régulièrement. Ouais. Pire que ça, pour Windows, une fois que les nouvelles sont sorties, les anciennes sont dépréciées très rapidement et donc ça casse les scripts si jamais l'EMI n'est plus là. En plus, si vous hardcodez, vous avez besoin d'une EMI ID par région puisque les EMI sont régionales et donc ça vous oblige à maintenir une table de correspondance entre les régions et les EMI, donc c'est beaucoup de boulot à la main. Ça, c'est vraiment une ligne de code là super utile. Ouais, tout à fait. Question de Thibaut, imaginons qu'on veut une EMI ECS optimisée CDK, le supporte, ou il y a quoi comme autre constante? Ah oui, donc imaginons qu'on veut une EMI spécifique, optimisée pour ECS par exemple. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre d'EMI ID avec le CDK? Bonne question, on peut aller regarder la classe, la machine image, voir les différentes instances. Alors, est-ce qu'on peut? La réponse c'est oui. C'est toujours oui. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours utiliser le CDK, le SDK de AWS. Moi, à un moment donné, là, j'ai dû récupérer, j'avais besoin de récupérer en fait, ici j'ai une classe d'utile. Si vous regardez, j'ai une classe qui s'appelle utile, j'ai un fichier qui s'appelle lookup, enfin une classe lookup dans mes utilitaires. Et puis j'ai dû créer en fait une classe lookup parce que j'avais à un moment donné besoin de récupérer un security group en filtrant par rapport à un tag. Et ça, c'était pas supporté par CDK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une fonction en utilisant tout simplement le SDK. Donc là, c'est le SDK, où est-ce qu'il est? Alors, il n'est pas là, il est passé. Le SDK, il est injecté dans les propriétés. Mais ça utilise le SDK de AWS, qui est différent de CDK. Hein. Le SDK de AWS, donc qui existe aussi sous différentes formes. Il permet les API voilà exactement, les API de AWS. Donc ça, avec les API de AWS, ce genre de choses, c'est facile à faire, des lookups. Donc voilà, par exemple là, j'ai une fonction qui s'appelle Get App Security Group qui va chercher par rapport à un tag. Parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que mes stacks, le stack common qui crée ce security group, il est pas exécuté nécessairement en même temps que les autres. Alors on peut, quand on déploie des stacks en CDK, on peut dire déploie stack 1, 2, 3 et 4 en même temps, ou on peut dire déploie juste stack 3. Mais si on dit déploie stack 3, ben, la création de choses qui auraient été faites dans 2, par exemple, ben, on peut pas les passer, tu vois, dynamiquement comme ça, comme propriété ou membre d'une classe à l'autre stack. On est obligé de faire des lookups. Et c'est là où des fois, alors ça sera une technique. Et ça montre aussi la force de CDK parce que ça permet, on voit justement que comme c'est du code, on peut faire des choses beaucoup plus avancées qu'en YAML ou qu'en JSON. Par exemple, aller chercher des valeurs dynamiques. Là, dans ce code-là, Bachar appelle les API d'AWS, mais on pourrait imaginer que vous appeliez des API de n'importe quoi pour aller chercher des valeurs de config dans des repos, dans des outils de config management et que vous injectez dans votre configuration au moment du runtime. Il y a chez Grasso qui demande aussi est-ce qu'on peut utiliser un coffre ou un outil de gestion de secrets, mot de passe, certificat, clé d'API genre Vault. Oui, comme je viens de le dire, en appelant des API vous-même. Donc pour autant qu'il ait une API, que votre outil ait une API, on peut l'appeler dans le CDK parce que c'est du code qui va s'exécuter pour construire un template CloudFormation. Chose qui serait extrêmement difficile avec du JSON. Il faudrait un script pour générer le JSON. Ce qui fait CDK. Oui, on réinventerait le CDK. On réinventerait le CDK. Donc c'est ça un peu alors ouais. Alors après CDK, c'est encore, on va être honnête, il y a beaucoup de choses qui se font. La communauté release beaucoup de versions. C'est encore en construction. C'est pas, c'est encore en développement. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc c'est sympa, beaucoup de potentiel. Mais il y aura toujours des choses qui vont manquer. Il y aura toujours comment on fait ça? Ah zut, on peut pas. Ben là, du coup, où on peut toujours, c'est un projet open source, donc rien n'empêche d'étendre, de forker, de faire un pull request et de rajouter cette fonctionnalité dans CDK directement. Sinon, l'alternative, c'est d'utiliser une autre technique via le SDK lui-même ou autrement.
Bien, donc nous en étions au machine image, et puis la dernière ligne pour construire l'autoscaling group, c'est le rôle dont on a déjà parlé avant. Ouais. Le rôle qui a été construit là-bas en haut, Ouais, un peu plus haut, qui est là. avec aussi, désolé de répéter toujours la même chose, hein, mais moi ça m'épate à chaque fois, c'est le nombre de lignes de code, quoi. C'est 4 lignes de code et encore, elle est Ouais. 5, mais disons, il y en a une où il n'y a qu'une parenthèse et un point virgule. Donc 4 lignes de code pour définir un rôle avec deux ensembles de propriétés. C'est extrêmement concis. Ouais, bah écoute, c'est toujours, c'est ça qui est bien quand on a une librairie qui nous abstrait de la complexité. Après ça, ce qu'on fait, donc là, ça crée vraiment l'autoscaling group. La ligne 97, elle va rajouter comme security group le fameux security group. D'ailleurs, on peut les voir, hein, ce client security group, si on monte un peu plus haut, qui est là. Voilà, Vous voyez ce que ça appelle? Ça appelle, alors ça fait un await. Alors pourquoi ça fait un await? Parce que vu qu'on est en JavaScript, la fonction étant asynchrone, donc on veut attendre le résultat avant de passer à la ligne de code suivante. Donc en fait, la classe lookup, la méthode getAppSecurityGroup, c'est une méthode qui est asynchrone, donc on peut utiliser le mot-clé await pour attendre le retour de la promesse et tout ça pour que ça se fasse de manière synchrone. Enfin, l'exécution de la promesse, excusez-moi. Donc, ça, on a le security group, on le rajoute. Et donc, je répète, ce que tu as fait là, c'est d'aller chercher le security group qui a été créé dans un autre stack qui sert à taguer, le security group qui sert à taguer les instances EC2 pour autoriser l'accès à la base de données. Exact. Donc, c'est ce stack-là, c'est le guestbook common. Et là, vous voyez, c'est le security group que j'ai créé. Il fait rien. Le security group, il fait rien. Il se met juste dans le VPC, puis il rajoute un tag. Vous voyez, là, je me suis rajouté un tag. J'ai créé une valeur CDK name lookup que j'utilise de l'autre côté, du côté de ma classe de lookup pour pouvoir le retrouver. Et on ne pouvait pas passer les paramètres entre les deux modules du CDK? Si, on peut, mais ça sous-entend qu'on l'exécute en même temps. C'est ce que je disais avant, tu te rappelles? C'est-à-dire que si tu utilises, par exemple, common et puis qu'après tout de suite tu fais EC2, mais vu que c'est des stacks différents dans CDK, il n'y a rien qui t'empêche. Alors, il y a un truc qu'on peut faire dans CDK, on peut créer des dépendances entre les stacks. On peut dire, par exemple, stack EC2 dépend en stack common. D'accord. C'est une possibilité qu'on peut faire, mais bon, de toute façon, c'est le genre de choses. En fait, on repousse le problème. Il y a un moment donné, on va avoir besoin de faire des lookups. Donc, à un moment donné, il faut juste l'accepter, dire bon, c'est pas encore là. Comment je fais ça? Allez, je me fais une petite classe d'utilitaire là, un lookup. Je mets mes trucs et puis bah, quand ça reviendra, je refactor. Rien ne m'empêche il y a une méthode pour faire ça, de changer mon code, de le refactorer. C'est pas un changement drastique. On est d'accord. Et alors, il y a un autre truc intéressant là, c'est qu'on ajoute le security group à l'autoscaling group, ce qui dans la console est un concept qui n'existe pas. Un autoscaling group, ça n'a pas de security group. C'est dans le launch configuration qu'on retrouve cela. Donc, c'est bien un security group qui va être appliqué à toutes les instances que l'autoscaling group va créer et non pas à l'autoscaling group lui-même, puisqu'il n'a pas de. C'est ça. Il a pas donc, il y a de l'abstraction de complexité qui est faite là pour dire, ben voilà, quand tu fais cette méthode, ça sous-entend derrière qu'en fait, c'est les instances. Et oui, bien sûr, ouais, c'est le. Un autre exemple, je t'interromps, excuse-moi, que Thibaut donne aussi, c'est dire d'autres choses qu'on pourrait faire avec le CDK, c'est de télécharger un JSON, un rôle IAM par exemple, et puis l'utiliser dans un inline policy, et ça va s'intégrer au moment de la compilation. Oui, tout à fait. On pourrait, ouais, rien n'empêche, ouais. C'est du code, c'est du code qui s'exécute pour générer le template code formation. Il faut bien garder ce concept-là en tête. Une fois qu'on a gardé ce concept-là en tête, tout ce qu'on peut faire dans du code est faisable. J'aurais juste un bémol avec cet exemple en particulier, Thibaut. Alors, techniquement, il n'y a aucun problème. Après, bon, il faut juste réaliser que là, rajouter des rôles dont les documents de policy viennent d'un site web, si tu trusts, si tu as complète confiance et que tu n'as aucun doute que ce que cette policy contient et ce site web sera jamais compromis, il n'y a pas de souci. C'est peut-être pas l'approche que je reprendrais personnellement pour une policy. Dans le contexte d'une policy IAM, je serais un petit peu parano
pour moi, ça, c'est un peu comme des cartes d'identité ou je sais pas, qui a le droit de faire quoi. Je mettrais ça vraiment dans un endroit plus sécuritaire. Mais dans le principe, oui, il y a pas de souci. Oui, c'est un dépôt géré par. Non, mais ta question, elle est légitime. Hein. Elle est très, très légitime. Et c'est une très, très bonne question. Et ça pourrait être une API privée aussi. Hein, ça pourrait bien être, sûr, bien sûr. Ah ouais. Site web, c'est pas. Évidemment, pas un site web public, on est d'accord. C'est juste pour le, en fait, plus pour le for the record, tu vois, pour le. si jamais quelqu'un regarde cette vidéo un jour, c'est juste un truc à considérer, quoi. Voilà. Alors, donc on a notre security group à la ligne 97. Là, on rajoute le security group, et puis autour de la ligne 100, on crée le listener, et ça pouvait pas être fait avant. Parce que, en fait, non, le listener, on l'a créé avant, mais on rajoute sur le listener un target. Puisqu'un listener, il faut lui dire vers quoi il doit envoyer les connexions. Maintenant qu'on a un autoscaling group, on peut lui donner la cible, et donc il faut que ça soit fait après la création de l'autoscaling group. Et on lui passe, notez que c'est un arrêt de target. Et intelligemment, et ça aussi c'est une beauté du SDK, on lui passe juste la référence vers l'autoscaling group, et tout seul il fera ce qu'il faut pour que ça soit les instances créées par l'autoscaling group. Exact, tout à fait. Ouais, je suis désolé, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je code, mais je suis toujours émerveillé par une ligne aussi simple que ça, qui fait des choses aussi compliquées derrière. Ouais. Bah, dans 30 ans, je sais pas ce que ça va être. Alexa, Alexa, déploie-moi. Ça existe, hein, des gens qui ont. Oui, je sais. Bon, bien sûr. Mais la machine qui fait des machines, c'est peut-être ça. Je sais pas, c'est quoi. Qu'est-ce qui nous attend? Après, il y a un petit truc toujours pratique. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept d'output, donc CloudFormation. Donc, à la fin de la création d'un stack, on peut avoir un résultat. Et puis, c'est juste pratique, en fait. C'est plus un peu pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher partout certaines valeurs qui ont été créées. Dans ce contexte-là, en fait, vu qu'on crée un load balancer, il y a un DNS qui est automatiquement attribué à ce load balancer. Et là, moi, au début, je l'avais pas mis, puis à chaque fois, j'allais dans l'écran EC2, je cliquais sur load balancer, je sélecte le load balancer. Donc, vous savez, là, on va là, il faut aller dans load balancer, il faut trouver c'est lequel, si on en a plusieurs. Bon, là, j'en ai qu'un seul, je crois. Puis, en gros, cette entrée-là, je la prends. Alors, bon, c'est pratique, j'ai le petit copier, ça, c'est cool. C'est vrai que le petit copier, il est cool. Mais c'est un petit peu long. Donc là, il y a une façon de faire, c'est juste de rajouter un output qui va s'afficher et quand vous allez dans CloudFormation, dans l'écran de CloudFormation, vous allez le voir dans l'onglet des outputs, mais il va aussi s'afficher dans CDK. Alors le seul truc qui me manque, je vous avouerai, qui aurait été vraiment cool, c'est d'avoir un petit icône comme ça pour faire un copy. Je pense pas que c'est faisable. Ce serait cool de pouvoir, dans le terminal, je sais pas si ça existe ça, c'est une idée marrante là. T'imagines si on pouvait, dans un terminal, afficher un truc, puis quand tu cliques, je sais pas, créer un truc qui crée un bouton pour copier. Ça pourrait être bien sympa ça. Hein? Je sais pas si c'est faisable. Ça devrait être faisable. On est dans après tout, c'est une interface web. Une interface web, donc... Ouais, je sais pas. Peut-être quand t'envoies un truc, ça crée, puis c'est peut-être un feedback qu'on pourrait donner à l'équipe Cloud9. Tiens, crée-nous un petit copy, un copy icon. Donc voilà, c'est ça que ça fait là. Et puis là, ce qu'on met, donc le load balancer qui est là, il a une propriété qui est load balancer DNS name, qui va être la valeur de cet output. Et puis le nom de l'output, c'est load balancer, puis on met une petite description. Il y a Thibaut qui demande qu'on avait dit, dans une de la dernière session, on avait mis un check type ALB sur l'autoscaling group. Est-ce qu'on le retrouve ici? Et la réponse est non. CDK fait ça tout seul. Il sait que le load balancer est lié, que l'autoscaling group est lié à un load balancer. Et donc, en principe, il va créer un autoscaling group dont le health check, c'est ALB automatiquement. Bah écoute, on va vérifier. Hein. Honnêtement, je suis pas sûr du coup, Thibaut. Thibaut met le doute. Hein. On va checker. Hein. Moi, je parie que oui. Okay. C'est comme la console. La console fait ça aussi quand tu associes le load balancer au moment de la création de l'autoscaling group. Il met le health check en ALB. Mais voilà, il est 18h44, il est l'heure de déployer. Ouais, on va vite déployer. Alors, on espère qu'on n'aura pas trop de... Bon, on va voir. Je vais juste m'assurer. Donc, la base de données est déployée, le VPC est déployé. Donc, en gros, on peut juste déployer le stack C2. Puis en gros, c'est CDK déploie, on dit le stack.
Donc, si jamais on oublie, hein, si on oublie c'est quoi les noms des stacks, on peut toujours faire CDK list. Il faut juste passer la variable d'environnement, dire c'est du dev. Ça, c'est la petite variable. J'essaie d'augmenter la taille. Ouais, je peux pas. J'essaie Non, dans le d'augmenter là. terminal de Cloud9, je crois pas que c'est Ouais. possible d'augmenter Alors, je juste suis le désolé si terminal. c'est un peu petit. Ça J'espère va, que c'est si pas trop vous pouvez petit. nous suivre. Ouais, comme ça, comme tu avais mis avant, c'est mieux. Oui, Voir alors pourquoi moi il me sur dit ton ça? écran. Pourquoi il me dit ça? C'est parce que je suis pas dans le bon répertoire. Ah ouais. Là, j'étais dans live coding, donc il faut se mettre dans le bon répertoire. Voilà, Guestbook CDK. Donc là, il m'a dit, mais en fait, il me dit, j'ai pas de CDK. Si tu veux générer un nouveau projet CDK. Alors, on va voir. On est dans la bonne région, ouais. Alors, c'est ça. Alors, c'est Ça, c'est les stacks qu'on a. On a ouais. VPC, Common, EC2 et RDS. Donc, Alors, nous, on veut Guestbook Dev EC2. C'est lui qu'on veut. C'est la classe qu'on a regardée là, dans un environnement de dev. Donc, c'est ça qu'on fait. Ça On voit. positionne juste une variable d'environnement, hein, en dev. Ouais, dash C. Ça influence aussi le naming des ressources qui vont être créées. Exact, ouais, exact. Et là, je lui dis que je veux qu'il déploie. Il me demande, là, il me dit, ah, je vais écrire un paquet de trucs. Tu es vraiment sûr? Oui, je suis sûr. Donc là, on va voir, en espérant que ça va marcher. On va voir ce que ça donne. On avait fait juste des petits changements. Le seul truc, pour être franc avec toi, la dernière fois, on avait changé le répertoire, tu sais, du service. Oui. Tu sais, dans système D, on avait rajouté, dans système D, ouais, on avait rajouté au lieu de slash OPT. C'était quoi qu'on avait fait? J'ai oublié. Attends, il y avait une histoire de slash. Le répertoire, on n'aimait pas son look. Je vais aller voir. Attends, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on avait fait pendant que ça déploie? Alors, je répète ce que Bachar a fait. Hein. Là, le user data, il n'est pas dans le script CDK. Le script CDK, il fait que télécharger le user data de Git. Ça évite de devoir faire du copier-coller d'un script. Donc, dans le user data du CDK, il y a vraiment qu'un minimum qui est télécharge le script de Git et exécute-le à partir de. Alors ça, c'est nécessaire. Il faudra le remettre. Heureusement que je l'ai vu. Hein. Alors j'espère que c'est pas trop tard. J'espère que c'est pas trop tard, là, que je l'ai pas fait trop tard. C'était le fichier d'environnement qui était créé. On l'avait commenté parce que c'était un peu, il y avait un peu, j'en avais pris un peu d'avance, puis on montrait les choses d'un peu d'avant. Bref, ce fichier n'existait pas à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose que je viens de rajouter maintenant dans mon user data de C2 qui est là. Hein, je vous le remonte. Ouais, remonte le user data, effectivement. Voilà, il est là. Vous voyez là, ça crée un fichier, ça. Ouais. Donc là, alors, je pense qu'on est bien. Je pense pas que. Non, il n'est pas encore en train. Je pense pas qu'il est. Le rôle. Voilà, donc... exact. Je pense pas qu'il a créé des. Alors, on peut aller voir, hein, vite fait. Mais je serais surpris qu'il ait déjà créé une instance EC2. Non, il n'y a rien là. C'est pas. Et donc, c'est l'instance au moment où elle va démarrer. Elle va exécuter ce script user data minimal, 4 lignes qui est dans le CDK. Et une de ces 4 lignes, c'est télécharger le script qui est sur Git. Et l'exécuter. Et donc, c'est pour ça que les petits changements que Bachar vient de faire là maintenant sur Git. Heureusement que je l'ai vu. On aurait perdu un 15 minutes là-dessus au moins. Donc, vous voyez, on teste pas tout. On fait un peu, mais on teste pas tout. On essaie de laisser un peu. Donc, j'espère que ça, c'est un bon path. Ouais, guestbook / live coding. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. Il y a Thibaut qui nous dit c'est possible qu'un git clone nous dise que le dossier ne soit pas vide. Que le dossier n'est pas vide. Excuse-moi. J'ai peur que git clone dise que le dossier ne soit pas vide. En fait, on ne fait pas un git clone, on fait un curl du raw. Si tu regardes la ligne 64, là, ouais, celle-là, c'est un curl de la version raw du script. Ce n'est pas un git clone qui est fait sur l'instance. Alors, parce que sinon, il faut installer déjà sur l'instance. Alors, dans user data, il y a un git clone après. Oui, c'est vrai. Alors, tu parles duquel, Thibaut? Je ne suis pas sûr. Celui du user data du script, oui. Ouais, après, il y a un git clone dans Bash. Ouais, tu as raison. Qui est là d'ailleurs. On peut le sortir. Hein. Il est dans Setup. C'est lui. Hein. Il clone ça. Donc, ça, il va exécuter ça. Et là, ligne 29, il y a un git clone. Écoute, je pense que ça va aller. Tu vois, là, OPT, guestbook, on va croiser les doigts. Ça devrait aller. Mais il y a toujours un truc là. Je dis à chaque fois ça, mais il y a toujours un truc qu'on oublie. D'où l'intérêt de garder la commande SSO, System Manager, Session Manager, pour aller débugger. Oui, alors ça, le jour où on l'enlèvera, c'est un peu un signe de confiance. C'est un peu, voilà, c'est champagne, tu vois, on sait qu'on est bon, on a un niveau de confiance très élevé, on enlève ça, on n'a plus besoin même de se loguer, on veut plus se loguer. Ouais, je pense que c'est bon, Thibaut, on va voir là, mais j'espère, on va donner un peu. C'est le target, hein, c'est vers ça qu'il faut tendre. Bien sûr.
Bien sûr. Mais, J'aime bien aussi Mhm. revenir sur le CDK. La ligne de commande CDK est très détaillée. Elle donne une jolie indication de là où on en est. Et alors, je l'ai mise à jour cette semaine. Et moi, j'ai même un truc différent de toi. Avant, il lançait une ligne comme ça tout le temps. Maintenant, c'est plutôt une progress bar. On sait qu'il a, je vais faire un update. 24 tâches à faire et il met 1 de 24, 2 de 24. etc. Alors, un petit truc, si jamais un comportement bizarre que j'ai pas encore compris, je vais être franc avec vous, j'ai pas encore compris, mais j'ai eu ce bug. Si vous mettez à jour votre CDK, donc le package CDK, et que vous utilisez juste regardez c'est quoi les versions après dans votre non pas ici, désolé, c'est pas le bon là, dans le package.json, juste regardez c'est quoi les versions que vous utilisez des librairies. Et assurez-vous de garder un peu une certaine conformité parce que j'ai eu un cas où j'ai mis à jour mon CDK, puis il m'a mis à jour aussi mes librairies CDK, les autres, comme EC2, etc. Mais c'était pas à jour ici, c'était un peu bizarre, il y avait comme une situation un peu bizarre, j'avais des versions un peu différentes, et du coup j'avais un bug là qui était incompréhensible. Je veux dire, le bug là, impossible de débugger, c'est incompréhensible de pourquoi on a une erreur. Et ça m'a pris du temps à comprendre qu'en fait c'était juste ça. Donc si jamais juste faites ça, je vous donne ce petit truc parce que j'ai perdu 1 ou 2 heures là-dessus honnêtement. Donc si ça peut sauver 1 ou 2 heures de quelqu'un, ça me fait plaisir. Quand on a des Alors, trucs très incompréhensibles, une bonne pratique aussi, on efface son package lock, on efface sa directory note module et on réinstalle tout from scratch, on est sûr que les dépendances soient correctes. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit là à la fin de la commande de déploiement? là, il m'a mis le DNS de mon load balancer et on va essayer. Je peux pas je vais te l'envoyer sur sur Chime, c'est bon. Là sur maintenant, Chime. je suis plus. Alors, je te l'envoie sur si j'arrive à hop sur Chime, je l'envoie. Que ça, tu peux le copier. Et je le teste ici. Alors, je sais pas si ça va marcher tout de suite parce que des fois, ben voilà, ça marche direct. Ouais, ça veut dire que l'application a démarré. Ça veut dire qu'on va pouvoir manger à l'heure. Qu'on va pas manger froid aujourd'hui. La balancer Ouais. ici, comme ça vous pouvez le voir. Cool. Et, on peut aller voir la console, l'autoscaling group, si c'est du health check EC2 ou ALB. Ça, on aura la réponse. Là, il faudrait. T'as pas un roulement de tambour. Il faudrait que tu nous trouves c'est là, un truc, là, roulement de tambour avec un jingle. Tu sais. Ça, c'est la saison 2, on fera ça. Alors, vous êtes encore 8 à regarder. Donc tapez dans le chat ce que vous pensez. Moi, je pense que c'est ALB, mais je veux influencer personne. Bachar, t'as une idée? ALB? Je sais pas du tout. Alors attends, je regarde. Il faut que je le cherche déjà. Où est-ce qu'il est cette C'est pas dans load balancer. Oui, c'est dans le target group. Dans le target. Même pas, je crois que c'est dans l'autoscaling group. C'est dans l'autoscaling, je suis perdu moi. Alors attends, je suis un peu perdu. Alors c'est lequel qui a été créé par le Thibaut dit aucun. EC2. EC2, j'ai perdu. Ah ouais, c'est un bon point Thibaut, tu vois. Alors on peut regarder vite fait dans la doc de CDK. C'est un bon point. Tiens, alors attends, je l'ai là en fait. Alors attends, c'est un bon point. On va regarder vite fait. Tu vois, moi quand il a dit Thibaut, je dis tiens, parce que j'y ai pas pensé en fait. Moi j'y ai pas pensé pour être franc. Alors j'ai dit tiens, c'est un bon point. Est-ce qu'il a peut-être doit être dans cet objet-là, c'est autoscaling group, c'est là qu'il doit y avoir un truc, une propriété du genre health check, quelque chose. Alors autoscaling, il est là. On va y aller. Le construct autoscaling group. Donc ça, c'est la méthode et on va voir. Attends, regarde, on va faire. Health check, il est là en haut à droite de la liste. Volet 1. Configuration for health check. Optional, default healthcheck.ec2 with no grace period. Attends, je suis au mauvais endroit, moi. Ok. Donc, en fait, à mon avis, il faut faire health check. On va aller voir le type. Il doit y avoir ELB. Voilà, ELB. ELB, ouais. Et ça aussi, c'est... Ouais, c'est ça. En principe, on devrait pouvoir changer le code et retaper un CDK deploy et il devrait aller changer juste ces propriétés-là sans détruire l'autoscaling group et sans détruire nos instances, puisque CloudFormation permet de faire des delta updates et CDK génère du CloudFormation. Donc, c'est health check H minuscule. Je veux juste m'assurer pour ne pas faire d'erreur. H minuscule. Et la constante, elle est là. Il faut la récupérer depuis autoscaling.healthcheck. OK.
Ça, c'est du Point. .NET. Attends, t'es en train de Ah, non, copier ouais, excuse-moi, je suis en mauvais là, je suis en PSWeb, c'est la même chose. C'est health check H majuscule et c'est point ELB en minuscule. ELB minuscule. Ok, juste pour être sûr. Donc théoriquement, c'est ça, point LB, mais ça, il va pas comprendre. Il faut lui dire auto-scaling. Alors, attends juste 2 secondes. Ici. Ça fait partie du package auto-scaling, hein, c'est ça, je crois. Sûr. Alors, attends, je vérifie avant de redéployer. On n'est pas fou, hein. On était bien dans le package. Pour la prochaine fois, on choisira TypeScript, s'il vous plaît, Alors, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Alors, on est dans autoscaling healthcheck.elb. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. On est bien. Et retourne quand même sur l'autoscaling group pour voir si c'était bien une propriété sur l'autoscaling group. Oui, c'est bien sur l'autoscaling group. Non, dans la doc du CDK, je veux dire. Oui, c'est dans l'autoscaling group, le health check. Ok. Ouais. D'ailleurs, même le membre, il fait partie du package autoscaling, lui. Ouais. Donc, si tu regardes, on était dans autoscaling group. Donc, c'est toujours bien de vérifier. Hein. On était dans la classe autoscaling group. Il y a une propriété health check qui peut être passée dans les propriétés ici, tu vois. Voilà. Okay, tu vois, dans le constructeur, on passe ici, le stack, un ID et des propriétés qui est un dictionnaire. Et ces dictionnaires, c'est là, qui sont définis là. Donc, on voit bien qu'il y a health check quelque part, ici. Puis que c'est ça. Et là, on a regardé. Donc, théoriquement, ça devrait être bon. Hein. On va essayer vite fait. En théorie. Alors, on va redéployer. Alors, attends, j'ai sauvé. N'oubliez pas de sauver. J'ai déjà perdu une demi-heure une fois dans du JavaScript comme ça. C'était pas sur du CDK, c'était sur autre chose. Mais je déployais et ça marchait jamais. Ouh là, c'était un peu vite, ça, non? Ça allait un peu vite. Je sais pas s'il l'a fait, hein. Honnêtement. Je sais pas s'il l'a fait. Alors ça, des fois, il détecte pas. Là, il n'a pas détecté. Hein. Et alors, c'est quoi la solution, monsieur? Tu destroy. Malheureusement, la solution, c'est ça. C'est tu destroy et tu redéploies. Parce que là, il n'a pas détecté le changement, hein, clairement. Ouais, clairement. Ok, bon, bah, tant pis. Ouais, il faudrait destroyer et puis redéployer. Je peux faire, hein, mais bon. Non. Mais je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est quand même Je le testerai plus tard, mais je suis pas mal sûr que c'est ça, ouais. Thibaut dit que c'est sur le @target qu'il faut faire le health check. Ça, c'est autre chose. Voilà, on est en train de réfléchir. Ouais, vas-y, mais c'est l'erreur que moi j'ai faite la dernière fois. Mais vas-y, tu l'expliques mieux que moi. Vas-y, Seb. Tu as raison, Thibaut. Sur le listener, il faut faire il faut un health check aussi. D'ailleurs, tu pourras aller voir dans la console du target pour voir s'il y en a un. Ce health check-là, celui dont tu parles, Thibaut, le health check du listener, c'est la configuration qu'on va donner au load balancer pour dire au load balancer, voilà comment tu vas vérifier la santé de l'application derrière. Et on peut pas l'éviter, il en crée un par défaut, et là on le voit, c'est http sur le port traffic.port, donc 8080, avec les valeurs par défaut. Et là, on peut le customiser aussi dans le CDK. Celui dont on parle, c'est différent, c'est le health check de l'autoscaling group. Donc l'autoscaling group, comme j'avais expliqué la semaine passée, sa seule raison d'être dans la vie, c'est de maintenir une flotte d'instances à capacité. Donc si on lui dit je veux 3 instances, sa seule raison d'être, c'est de garder 3 instances. Et pour s'assurer que les instances non seulement sont présentes, mais sont en vie, il va aussi demander à un ou l'autre système de lui rapporter le statut de bonne vie de l'instance. Par défaut, on l'a vu, il va sur EC2, donc il va regarder si l'instance au niveau EC2 semble correcte. Donc juste si elle est démarrée, s'il y a un peu d'activité CPU, s'il y a un peu d'activité réseau, et dans ce cas-là, le service EC2 dit oui, c'est démarré. Ça n'engage à rien en matière d'application. L'application pourrait être arrêtée, ne pas prendre les données, etc. Mais au niveau système, l'application fonctionne et donc l'autoscaling group ne va pas remplacer l'instance.
Si on veut être un peu plus fin, on peut dire à Autoscaling de vérifier l'état de l'application en se basant sur ce que le load balancer connaît de l'application. Donc, il va demander au load balancer, dis-moi, et toi, tu fais un health check sur l'application, comme on l'a vu dans la console là tout de suite, quel est le statut de cette application? Et si jamais le load balancer dit à Autoscaling, j'ai plus de contact avec cette application, Autoscaling va assumer que l'application est done et va remplacer toute l'instance, donc tuer l'instance et en créer une nouvelle. Donc, on parle du même health check, mais vu de deux endroits différents. Le premier, celui dont tu parlais Thibaut dans le commentaire, c'est au niveau du load balancer, et celui-là est créé tout seul par le CDK. Je ne me trompe pas, Bachar, il n'y a pas une ligne de code pour dire quel genre de health check on a fait. Au niveau du load balancer, il le rajoute tout seul. C'est ça. Ah oui, voilà, il est là, health check, port 8080. Donc il y a quand même une ligne de code. Parce que justement, on est dans un port, il faut lui dire quand même, parce qu'on est dans un port spécifique là quand même. Ouais. Bien sûr. Et c'est là que si on avait un pas spécifique, genre / health check ou quelque chose, c'est là qu'il faudrait le dire. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y a le health check que l'autoscaling group va faire, enfin va pas faire, mais le type. Où est-ce qu'il va aller chercher ces données de health check? Est-ce qu'il va les chercher sur EC2 ou sur deux catégories, ouais. C'est celui-là qu'on a oublié, c'est celui qu'on n'a pas vu. Et voilà. Mais apparemment, par défaut, ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on peut aller voir, à tout moment, hein, vous pouvez toujours aller voir les stacks qui ont été générés. Bon, là, je me suis amusé à le détruire, hein, by the way. Pendant que j'ai détruit, et puis. Mais on peut aller voir ici, peut-être qu'on va voir. Alors, attends. Non, ça, c'est parce que ça, c'est donc là, il est en train de créer ce stack. Je peux aller voir dans le template avec un peu de choses. C'est quoi sur ELB. Alors, je ne connais pas le nom du. Ouais, mais je ne sais pas si c'est ELB le nom. Ça doit sur health-check alors. Ouais, mais j'ai rien, c'est bizarre. Je ne sais pas s'il cherche dans le. Alors, je ne sais pas si du coup. Ah non, il cherche. Mais j'ai rien, health-check, c'est bizarre. C'est surprenant. Alors. Load balancer. En fait, il faut aller chercher les. Comment s'appelle les vous voyez là, il a rajouté le bin bash, il a fait tout ça. Ouais. L'autoscaling group, voilà. Ça c'est la ressource qui définit min, max, launch configuration, tags, target group ARN, VPC zone identifier, update policy, metadata, CDK metadata, properties. Qu'est-ce qu'il y a et après les metadata, il a rien rajouté? Ah non, je sais pas. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il. Enfin, on va aller voir dans le résultat, mais je serais surpris que. Et où est-ce qu'il fait l'association entre l'autoscaling group et le load balancer? C'est des références. Donc il y a des références. Donc là, il réfère au launch config. Voilà, ouais, mais. Load balancer là-dedans. Ah, ici, je pense target group ARN, load balancer, listener application feed group. Ouais. Il utilise des références pour référer en fait d'une ressource à l'autre. Il réfère un target group, il réfère pas un load balancer. Oui, en fait, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. C'est ça qu'il a besoin de savoir. Ouais. Quel est le target group où il doit rajouter ses instances? On va voir ce qu'il a été écrit. Attends, je vais voir s'il a fini. Il a toujours pas fini, mais je suis curieux. Je suis juste curieux. On va faire ça. Puis écoute, si ça marche pas, je regarderai de mon côté. Puis on en parlera au prochain épisode. Tu veux un peu parler de la suite des choses pendant que ça crée ou Juste répondre à la question de Cheikh Razo, c'est quoi la différence entre Amazon EC2 Autoscaling et AWS Autoscaling? Je crois que c'est exactement la même chose. Où est-ce qu'il y a un AWS Autoscaling? Non, le nom complet, c'est Amazon EC2 Autoscaling, hein, non? Le nom officiel. Alors, ça, il faut regarder dans la doc, ça, sur les noms officiels. Ouais, non, elle est là dans la console. Amazon EC2 Autoscaling. Elle était dans la console là, tout en haut. Ah, voilà, Amazon EC2. Donc, en fait, la différence, c'est qu'il faut dire Amazon EC2 Autoscaling. Il ne faut pas dire AWS. Oui, il y a des noms, ils sont un peu. C'est pas encore complètement normalisé, des fois, les noms. Alors, quand le nom c'est Amazon quelque chose, c'est un produit qui peut être utilisé tout seul. Par exemple, Amazon Workdoc, Amazon Chime, Amazon EC2, Amazon DynamoDB. Quand c'est un produit qui s'utilise avec quelque chose d'autre, comme Autoscaling, c'est AWS. Ah non, puisque ici c'est Amazon EC2 EC2 Autoscaling. Tu vois. Alors non,
À chaque fois qu'on me pose la question, je fais la même explication que toi, puis après là, je m'arrête en réalisant que ça marche pas. C'est un peu Si, comme la langue voilà. française, il y a 12 exceptions. Il y a des exceptions. Et là, je suis Aujourd'hui, embêté. j'écrivais un blog post sur EBS, Elastic Block Store, et c'est Ouais, Amazon EBS, alors que c'est ça. EBS, tu peux pas Tu l'utiliser peux l'utiliser tout comment tout seul. seul. Je te dis, il n'y a pas de règle. Alors ça, parce que j'ai donné un training, là, puis il y a un des étudiants qui me posait cette question, et je suis là, écoute, désolé, mais tu vas devoir apprendre par cœur. Bon, pas besoin d'apprendre en même temps, c'est pas très grave d'appeler ça Amazon ou AWS, c'est pas. Alors, pendant que ça termine de déployer, si tu fais un refresh de ta console, là, Ouais, alors là, oui. je sais pas si c'est le nouveau le dernier, mais ça a pas l'air d'être bon. Hein. Non. Ça a pas l'air Donc, je pense qu'il prend la valeur par défaut. Donc à mon avis, il a pas pris compte, mais ça se voyait dans le stack. Hein. On aurait dû le voir. mhm. Et c'est peut-être pour ça, tiens, c'est peut-être pour ça que CDK n'a pas redéployé. Donc peut-être c'est une erreur, parce que du coup, voilà, ben là il y a le nouveau, il a fini. Mais ça Ouais. doit être une erreur, ça doit être un truc bête. C'est peut-être pas. C'était bien de l'autoscaling group, je sais pas, il doit y avoir une erreur bête, je sais pas c'est quoi. Il n'y a pas d'erreur de compilation déjà Non, mais ça doit être ignoré. Alors c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'ici, hein, moi je peux passer n'importe quoi hein, comme Ouais, paramètre. Hein. Je peux ouais, dire Toto, et c'est Toto. probablement ça qui arrive là maintenant. Tu On lui a vois, si passé je un dis truc qu'il ne Toto, comprend hein, pas il fait rien, hein, il va et pas. il ignore. Bonne question aussi. Est-ce que les autoscaling groups peuvent s'étendre sur plusieurs régions? La réponse est non. Un autoscaling group, c'est régional. Donc, il va jouer sur plusieurs availability zones Ouais. au sein d'une région. C'est pour ça qu'on doit lui passer les subnets d'ailleurs. Mais pas à travers plusieurs régions. Le use case pour ça serait probablement douteux. Enfin, il faudrait qu'on parle en détail du use case de l'autoscaling sur plusieurs régions. Parce Ben, qu'il va y avoir des latences quand même entre les régions qui font qu'en pratique, ce ne sera pas toujours ouais. jouable. Ce qu'on a, c'est qu'on souvent c'est un peu plus avec le DNS qu'on joue. On utilise plusieurs régions, on déploie différents auto-scaling groups, différents load balancers dans chacune de ces régions. Puis après, on peut jouer avec le DNS éventuellement si on a envie d'amener quelqu'un là ou là-bas, ou alors si un truc tombe Oui, mais de ce sont switcher le des trafic. groupes Mais indépendants. c'est des groupes complètement indépendants. Tu as entièrement raison, Seb. Après, c'est comme tu dis, il faut comprendre mieux la raison de la question. Écoutez, je checkerai et je regarderai. Là, je veux pas trop faire perdre du temps à tout le monde pour Ouais, ça, mais je posterai la solution sur ouais, le Twitter et mon LinkedIn je regarderai c'est où vous avez quoi. les updates et les vidéos. Bien, ben, il est un peu plus de 7 heures, on va s'arrêter là. On a fait quand même pas mal de choses hein, en 8 épisodes, 2 mois exactement, depuis la première application Node.js qui tournait sur ton laptop jusqu'à maintenant une application qui est en autoscaling avec un load balancer, avec une base de données séparée. Donc là, il y a un data center complet qui pourrait tomber dans le cloud. L'application resterait disponible. Ouais. La base de données a un mot de passe qui change, qui est en auto-rotation automatiquement pour Ouais. répondre aux demandes de compliance. La base de données est créée via une lambda, une custom resource aussi, le schéma. Le schéma est créé automatiquement et on a un script CDK qui nous permet de déployer autant d'environnements dont on a besoin, test, développement, prod. Il suffit de Ouais. réexécuter ça dans différents environnements, sur différents comptes. On pourrait imaginer de le déployer dans plusieurs régions également. Donc ça, c'est tout ce que nous avons fait grâce à vous dans ces 8 épisodes. Comme on avait dit la semaine passée, on va s'arrêter là pour les vacances, pour vous permettre à vous, pour nous permettre à nous de partir en vacances. Donc on ne pourrait plus le faire régulièrement toutes les semaines jusqu'à fin août à cause des différentes dates de congés. Donc on préfère arrêter, faire une pause là maintenant et reprendre en septembre. Très important pour nous, pour une reprise en fin septembre, fin août. Dites-nous, vous qui étiez la petite dizaine à nous suivre toutes les semaines, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, comment est-ce qu'on peut améliorer cela. On a testé plein de choses pendant cette série, de l'impro total, du prescripté comme on l'a fait aujourd'hui, où Bachar avait déjà tourné le truc avant, on savait que ça marchait, à un point de détail près. Dites-nous le format, dites-nous le sujet, parce que là, on peut faire plein de choses. Après, maintenant, on peut aller dans de la réécriture en serverless, on peut aller migration de base de données vers DynamoDB, on pourra aller sur du CI/CD, de l'intégration continue, du déploiement continu. Du performance testing. On pourrait faire du test également. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut continuer sur cet exemple d'application-là ou partir sur d'autres choses. Donc donnez-nous votre avis, parce que c'est ça que nous allons utiliser pour la suite.
On va essayer de nous structurer un peu plus aussi en matière d'agenda. Comme ça, vous saurez à l'avance, plusieurs semaines à l'avance, de quoi on va parler chaque semaine, ce qui vous permettra peut-être de libérer votre agenda à certains moments en disant « Ok, ça, j'ai pas besoin, ça, je reviens, etc. » Et de peut-être en parler un peu plus largement autour de nous pour avoir un peu plus d'audience. Voilà les choses sur lesquelles nous réfléchirons ensemble et puis avec les restes des équipes, parce que vous voyez nous deux là, mais il y a beaucoup de monde derrière aussi avec qui on travaille. Tu veux dire quelque chose pour terminer? Non, écoute, à part bonnes vacances, profitez bien, faites attention à rester sain, enfin, faites attention à votre santé dans ces moments un peu difficiles. Voilà, et puis profitez du soleil au maximum. Je vois nos habitués qui nous disent « Ok, je vais préparer une liste, bonne Ah, idée bah, avec plaisir. pour un agenda, etc. » Donc, je remets mon Twitter, Sebsto, SEBSTO, mais en principe, vous êtes déjà mais n'hésitez pas, envoyez-moi des messages privés et on vous écoute, on vous lit. Très important. Hein. On vous lit là-bas. Voilà, ben j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à jouer dans ce code-là. Merci Bachar pour les centaines de lignes de code que tu as écrit en CDK en quelques semaines. Ouais, c'est marrant. Et puis voilà, rendez-vous fin août ou en septembre, quelque part par là. On communiquera la date également. T'as prévenu la voix? Ouais, il faut qu'elle arrête. Tu l'appelles, s'il te plaît. D'ailleurs, moi, je me mets en vacances aussi. Voilà. Ah, déjà. Ouais, mais moi, je suis jaloux parce que toi, ça bouge derrière. Ah, moi, ça bouge. Parce que moi, j'y suis vraiment. Voilà, tu y es vraiment. Bien, Ouais. merci à tous et à très bientôt. Bonnes vacances, restez prudents. Bye bye.